Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous dois mille et une excuses. On poursuit ensemble la suite de mon top 100. Je sais, vous êtes plusieurs à me l'avoir laissé savoir dans les commentaires de plusieurs vidéos. J'ai pas été assidu à la suite, mais là je m'investis et je vous fais la promesse, le serment que les 4 prochaines vidéos s'en viennent. Donc aujourd'hui, on s'attaque au jeu en position 40 jusqu'à 31. Plein d'excellents jeux que j'affectionne particulièrement. Je vous invite à me laisser vos commentaires au fur et à mesure que cette vidéo va défiler et je vous invite immédiatement également à me laisser un pouce vers le haut. Et ceci étant maintenant fait, allons voir ces fameux jeux. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. En position 40, je vous parle de L'Île des Chats, un jeu tout de même plutôt récent, 2019, 1 à 4 joueurs, durée approximative de 60 à 90 minutes. Et quand ce jeu est sorti, je me suis dit, bon, encore un autre jeu de placement de tuiles. Mais ici, il y a quelque chose de particulier avec l'île des chats. Au-delà de la thématique mignonne d'aller sauver des chats sur une île et de les rescaper en les plaçant sur notre navire. Donc, moi, ce qui m'attire particulièrement dans ce jeu, c'est la façon qu'on va gérer le draft de cartes au début de chacune des manches. On va savoir récupérer une main de cartes, là, je ne me souviens plus exactement combien. Et parmi ces cartes, on devra en mettre 2 de côté temporairement. Les autres cartes qu'on a en main, on va les faire circuler à notre voisin et on va faire ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtienne notre main de carte finale. Finale, pas tout à fait, parce que parmi les cartes que je vais avoir au terme de ce draft, eh bien, je devrais sélectionner lesquelles je désire mettre en jeu ou avoir accès pendant le tour actuel. Et c'est là qu'entre en jeu les poissons. Alors, les poissons vont me permettre de payer pour les cartes que je désire conserver dans mes mains. Et on a une bonne variété de cartes de plusieurs catégories. On a des cartes permanentes qui vont me donner un avantage tout aussi longtemps qu'elles sont en jeu, un avantage donc passif. On a des cartes qui vont nous permettre de récupérer des trésors, qui vont nous permettre de placer certaines tuiles précises sur notre navire avec des formes qui sont différentes de celles que les chats vont avoir, qui peuvent nous permettre de boucher des petits trous et qui peuvent nous rapporter des points en fin de partie. On a des cartes vertes aussi qui vont nous permettre d'augmenter notre rapidité et le nombre de paniers qu'on va avoir pendant le tour pour rescaper des chats, mais on a surtout et principalement des cartes bleues qui sont des cartes objectifs. On peut avoir des objectifs personnels, donc mes objectifs à moi, ce sera uniquement moi qui va pouvoir marquer ces points en fin de partie, et ces objectifs sont vraiment variés. Ça peut être selon l'emplacement des chats que je vais placer sur mon bateau. Ça peut être aussi le nombre de rats qui va être encore visible ou caché en fin de partie, le nombre de tuiles de trésors, le nombre de familles de chats qu'on a sur notre bateau. Bref, très varié. Et on a les cartes objectifs commun. Donc, lorsqu'on va jouer une carte objectif commun, on va la mettre au centre de la table et ce sera tous les joueurs à partir de ce moment-là qui pourront bénéficier de points en fin de partie grâce à cette carte. Donc, tout ça, la gestion des cartes, des objectifs, de comment on gère notre poisson, jumelé à l'aspect de placement de tuiles, en fait un jeu qui est très, très, très agréable. En position 39, je vous parle maintenant de Era, l'âge médiéval. Encore une fois, un jeu plutôt récent, 2019, 1 à 4 joueurs, durée approximative de 45 à 60 minutes. Et ici, on est dans le mécanisme de roll and build, rouler et construire. Ce ne sera pas un roll and write comme Fleet ou comme les roll and flip aussi, les flip and write plutôt. Ici, on va lancer les dés et on va construire physiquement quelque chose en 3 dimensions. Alors, bon, on a les plateaux jaunes qui sont plutôt atroces, là, mais bon, je ne m'étendrai pas là-dessus. Ça a déjà fait assez jaser pour l'instant. Alors, le principe est bien simple. On va avoir des paravents géants et on va rouler des dés,
derrière notre paravent avec un mécanisme un peu à la Yahtzee, c'est-à-dire qu'on a droit jusqu'à 3 lancers. On peut relancer les dés qu'on n'apprécie pas pour la plupart, parce que si on obtient des crânes, comme on voit un peu sur le centre de celui-ci, le dé va être verrouillé à moins qu'on ait une façon de le relancer. Et au terme de nos lancers, eh bien, les faces de dés qui sont encore visibles à ce moment, ce sera les choses qu'on va générer ou que l'on va subir. Il y a bien évidemment plusieurs ressources. Ces ressources vont nous permettre de construire des bâtiments. Et il y en a tout plein, ne serait-ce que dans le jeu de base, puisqu'il y a également une extension qui rajoute encore plus de bâtiments. Mais ces bâtiments vont nous donner parfois des occasions de faire des points en fin de partie, parfois un petit bypass, un petit contournement aux règles habituelles, parfois de nouvelles occasions de manipuler nos dés ou de générer des ressources de façon passive, peuvent nous protéger également contre certaines intempéries. Et on a justement des dés avec les crânes, donc des faces avec des crânes qui vont souvent représenter des catastrophes qui vont me prendre, moi, le joueur qui a lancé ces dés pour cible, mais on peut avoir aussi certains événements, si on gère bien nos crânes, qui vont affecter les autres joueurs. On a un aspect aussi là, de duel, si on veut, avec les épées et les boucliers. On va pouvoir aller voler des ressources aux autres joueurs qui ne bloquent pas nos attaques. Vraiment, j'aime beaucoup Era dans la gestion des ressources, la personnalisation de notre petite cité, de notre petit royaume avec les différents bâtiments. On peut vraiment se concentrer sur des aspects différents d'un joueur à l'autre ou d'une partie à l'autre. Plein d'occasions de faire des points en fin de partie. On peut aller chercher plus de dés aussi selon les bâtiments qu'on construit. Avec l'extension des routes et des rivières, on rajoute encore une autre couche, une autre épaisseur de profondeur et de possibilités au jeu. Bref, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. En position 38, on recule d'il y a près de 10 ans. Kemet, un jeu de 2012, 2 à 5 joueurs, durée approximative de 90 à 120 minutes. Et ici, on est loin là, de l'île des chats et de Era. On est dans un jeu d'affrontement avec des petites figurines, des pyramides aussi qu'on va construire. On est dans la thématique de l'Égypte ancienne, antique. Et on devra s'affronter entre les joueurs. Alors ici, on oublie là, tout ce qui est amical, on oublie nos liens, nos liens d'amitié, c'est la baston. Et ce que j'aime dans Kemet, bon, il y a beaucoup de choses. J'aime les pyramides de pouvoir qui sont représentées par ces dés à 4 faces qu'on va pouvoir augmenter. Donc, on va pouvoir augmenter la puissance en cours de partie. Et ça va nous donner accès, justement, à des tuiles de pouvoir de plus en plus puissantes. Et là, ici, on voit toutes les tuiles rouges du jeu de base, toujours, puisqu'il existe des extensions, mais toutes les tuiles les tuiles rouges. Mais on a également des tuiles blanches et on a également des tuiles bleues. Donc, plus on augmente la puissance de notre pyramide d'une couleur donnée et plus on se donne accès à des tuiles puissantes de pouvoir en cours de partie qui peuvent nous donner des pouvoirs passifs, qui peuvent nous donner des occasions de récupérer des points de victoire, qui peuvent également nous donner accès à de puissantes créatures comme ici dans le bas à droite. Là, on voit le scorpion géant qu'on va pouvoir déployer sur le plateau qui va avoir ses propres points d'aptitude, capacité de combat également. Alors vraiment intéressant de ce côté là, d'avoir des différentes variétés de tuiles. Et chacune des couleurs va avoir justement là, un focus, si on veut. Donc, pour ce qui est des tuiles rouges, c'est vraiment le combat militaire. Et ce que j'apprécie, c'est le fait que les actions sont excessivement simples. Là. Ici, on a 2 exemples de plateaux. Et à notre tour, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va placer l'une de nos petites pastilles sur l'un de ces emplacements. Donc, on a soit le plateau du haut ou le plateau du bas. Là, c'est 2 personnages différents. Et on va faire l'action associée. Si on recouvre les petits ankh, ici, les petites croix, eh bien, ce sont des points de prière qu'on va récupérer tout simplement. Si on cache
l'un des icônes avec les ailes de couleur, c'est qu'on va aller récupérer une tuile de cette couleur. On va pouvoir faire apparaître des armées également. On va pouvoir les déployer avec les pieds pour les faire se déplacer, ou on va pouvoir augmenter la puissance de l'une de nos pyramides. Donc ça, c'est essentiellement toutes les actions qu'il est possible de faire en cours de partie, mais au terme de la manche, on devra s'assurer d'avoir au moins une pastille sur chacun des 3 étages de notre pyramide. Donc ça, c'est à garder en tête. Et les affrontements dans Kemet sont tellement fluides, c'est rapide. On ne se pose pas de questions là, au niveau de qui gagne le combat, c'est clair. Et ce qui est particulier, c'est que on a vraiment la possibilité de mettre l'accent sur différentes choses. On peut plutôt remporter un combat, mais se faire raser complètement nos troupes. Mais à ce moment-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, on a un aspect de contrôle de territoire, mais si on gagne un combat, si ma mémoire est bonne, on récupère un point de victoire permanent. Parce que dans ce jeu, ce qui est selon moi le plus intéressant, c'est qu'on a une condition de fin de partie selon le nombre de points de victoire qu'on va récupérer. Le gagnant va être déclaré. Mais par contre, on a 2 aspects des points de victoire. On a des points de victoire qui sont permanents, qu'on ne peut pas perdre, qui sont toujours là de côté, et on a des points de victoire temporaires, comme par exemple l'aspect de contrôle des territoires. Si ma mémoire est bonne, lorsqu'on contrôle un temple, on a un point de victoire temporaire, parce que justement la personne qui contrôle le temple peut changer en cours de partie. Donc vraiment des aspects intéressants qui rendent Kemet un jeu qui mérite selon moi la 38e place de mon top. Enchaînons, position 37, Welcome to, un jeu de 2018 pour 1 à 100 joueurs, durée approximative de 25 minutes. Et là, on est dans le flip and write. Vraiment, selon moi, le jeu par excellence de ce type. Alors, on va avoir un petit plateau, là, une feuille de papier comme celle-ci, qu'on va personnaliser en cours de partie, qu'on va remplir, sur lequel on va dessiner, ou plutôt inscrire. Et on aura des objectifs qui peuvent changer d'une partie à l'autre. Donc, on va être, par exemple, le premier joueur à avoir réussi à compléter 3 pâtés de 3 maisons. Et le premier joueur à réussir cette mission, cet objectif, aurait le nombre de points qui serait à gauche de la carte. Dans ce cas-ci, dans le cas de l'objectif 2, ce serait 8 points. Et une fois que c'est réclamé, eh bien, les autres joueurs qui réussissent l'objectif gagneront un peu moins de points. Et ce qui est prenant dans Welcome to, c'est que c'est simultané. Donc, il n'y a pas vraiment de tour de jeu. Tout le monde joue en même temps avec les mêmes éléments. Et l'interaction se centre vraiment au niveau des objectifs, puisqu'on va être le premier à réaliser certains objectifs pour avoir le gros nombre de points. Et ultimement, ce qu'on devra faire, c'est que dans Welcome to, on a plusieurs types de cartes. On a 6 actions potentielles, mais également, de l'autre côté de ces cartes, on a des valeurs allant, si ma mémoire est bonne, de 1 à 15. Et ces valeurs vont représenter des numéros de porte, alors que les emblèmes, juste en dessous ici, représentent des actions. À notre tour, c'est bien simple, on devra récupérer un duo de cartes. Dans ce cas-ci, soit le 9 avec l'action de marché, le 15 avec l'action de piscine, ou le 10 avec l'action du parc. Donc, si je récupère le 9, eh bien, sur mon petit plateau, je vais devoir venir inscrire un 9 à quelque part en respectant les règles de placement, c'est-à-dire qu'on doit toujours numéroter nos maisons de valeur croissante, en allant toujours là, vers le haut, de la plus petite valeur en montant. Mais on n'est pas obligé de placer toutes les valeurs, pourvu que les valeurs qu'on place soient croissantes. Donc, dans le cas de la rangée du haut, j'ai déjà placé un 8. Oui, je pourrais placer un 9 juste après, pas de problème, et ça me laisserait là, une grande flexibilité pour les 2 maisons qu'il reste à combler. Mais une fois que j'ai placé ma valeur, mon chiffre, je vais devoir résoudre l'une des actions, ou je vais du moins pouvoir résoudre l'une des actions. Alors, les piscines, par exemple, vont nous donner des points de plus en plus grandes des points de plus en plus grande valeur jusqu'au terme de la partie. Les parcs vont nous donner justement le contrôle de certaines valeurs également croissantes. Les marchés boursiers vont décupler la valeur de points
que certains pâtés de maison vont pouvoir me donner. Alors, il y a toutes sortes d'actions possibles dans ce jeu et de combos que celles-ci peuvent provoquer. Donc, Welcome to, c'est vraiment un jeu qui gagne à être essayé en grand groupe. On peut y jouer facilement en grand groupe. En fait, la seule restriction, c'est que tout le monde puisse voir les éléments qui sont là. Que tout le monde puisse voir les duos de cartes et les objectifs. Après ça, on peut y jouer jusqu'à 100, on peut y jouer jusqu'à 1000 si on a assez de matériel pour tout le monde. Alors vraiment un concept intéressant, un jeu qui est rapide, qui est prenant. Je viens de recevoir Welcome to the Moon, qui est la suite de ce jeu, qui propose une campagne également avec 8 scénarios différents. Bref, je suis vendu. On plonge maintenant dans la série des Royaumes de l'Ouest avec Vicomte du Royaume de l'Ouest, un jeu qui est sorti tout dernièrement, l'année dernière, en 2020, un jeu pour 1 à 4 joueurs, durée approximative de 60 à 90 minutes. Et ici, on est dans un jeu qui emprunte plusieurs mécanismes. On a une rondelle d'action, donc on va déplacer notre petit émissaire, notre vicomte, en suivant les routes autour de cette rondelle et l'emplacement où on va terminer notre course. Eh bien, ce sera l'un des emplacements qu'on va activer à notre tour. Donc, on a cette rondelle d'opportunités et d'action à gérer. On a également un aspect de deck building, puisque les joueurs vont avoir un paquet de cartes qui va grossir ou s'amincir aussi en cours de partie. Les cartes qu'on pourra recruter sont principalement visibles sur le plateau et vont s'ajouter à notre défausse, éventuellement à notre deck. On a des petits mécanismes qui sont secondaires. Je dirais que principe de rondelle, sélection d'actions, de deck building, ce sont les mécanismes principaux du jeu. On a des petits mécanismes secondaires comme le contrôle de territoire aussi du château central. On a du set collection avec les petites bannières qu'on voit juste ici à la gauche. Donc ces bannières, on voudra soit avoir des bannières de différentes couleurs pour avoir des bonus ou de plusieurs couleurs identiques pour avoir des points en fin de partie. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a plusieurs mécanismes qui convergent ensemble, qui font du sens. Et ça, c'est très, très, très agréable. Un autre mécanisme que j'aime beaucoup dans ce type de jeu, c'est la personnalisation de son plateau personnel. Donc, si on se concentre sur l'action de construction, on va pouvoir construire des bâtiments, ce qui va rendre visible certains icônes ou certaines actions, certains bonus, rendant certaines de nos actions de plus en plus efficaces et pertinentes. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup aussi comment nos actions vont être de plus en plus bénéfiques, ou pas nécessairement de plus en plus bénéfiques, mais à quel degré on calcule l'amplitude de notre action. Donc, si je décide à mon tour d'effectuer une action, par exemple, de noblesse, avec l'icône de fleur de lys jaune, eh bien, je vais déployer là, mon petit vicomte, je vais déclarer mon action, et pour calculer la puissance ou l'amplitude de mon action, je vais compter les icônes qui sont visibles sur toutes les cartes de mon plateau. Donc, présentement, 3. Il y a différentes choses aussi qui peuvent faire augmenter cette valeur. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces 3 cartes ne resteront pas là, puisqu'à chacun de mes tours, je vais faire décaler toutes les cartes. La 3e ici ira donc à la défausse, et je vais en jouer une nouvelle. Et là, on a toutes sortes d'actions. On a des cartes qui vont avoir un effet lorsqu'elles sont jouées. On a des cartes qui vont avoir une action lorsqu'elles sont défaussées. Mais en tout temps, on peut bénéficier des icônes qui sont là. Bref, Vicomte du Royaume de l'Ouest, c'est un jeu qui a plusieurs embranchements, plusieurs avenues vers la victoire et tout se tient. C'est un jeu que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai envie d'y jouer, là. Ouais, j'ai envie de me faire un petit solo.
Je vous parle maintenant du jeu qui m'a fait découvrir Alexander Pfister, aujourd'hui l'un de mes auteurs et concepteurs préférés, Isle of Skye, un jeu de 2015 pour 2 à 5 joueurs, une durée approximative de 30 à 50 minutes, je dirais que c'est plutôt réaliste là. J'ai fait très peu de parties qui ont dépassé la barre des 60 minutes, peu importe le nombre de joueurs. Et ici, on est dans du placement de tuiles avec une façon particulière de scorer nos objectifs en fin de partie. Et ça, c'est le jeu qui remplace, qui tue, qui détruit Carcassonne. Du moins, et là, parce que là, Sylvain va débarquer dans les commentaires et dire que je suis dans une campagne de haine, que je suis parti là, en croisade contre Carcassonne. En fait, un petit bémol, un petit time-out, je parle bien évidemment de jeu de base à jeu de base. Alors, Isle of Skye, pour moi, là, surclasse le jeu de base de Carcassonne en tout point. Alors, dans Isle of Skye, on est dans du placement de tuiles. Ultimement, au début de chaque manche, on va récupérer un gros sac de tuiles, on va en piocher 3 et on va les placer devant notre petit paravent. Alors ici, on a un petit paravent personnel, bon, on a le royaume qui est déjà bien commencé d'un joueur. Normalement, devant le paravent, mais sans entrer en contact avec le royaume, on placerait les 3 cartes qu'on a piochées et tout le monde fait ça. Et de façon discrète et secrète derrière notre paravent, on va évaluer la valeur de nos tuiles, du moins de 2 d'entre elles. On va y placer des pièces derrière les tuiles et il y a une de ces tuiles qu'on va planifier, détruire, renvoyer au sac avec la hache. Une fois que tout le monde a fait ça, on va dévoiler le prix qu'on a placé, donc c'est comme un peu un mécanisme d'enchère, le prix qu'on a placé pour nos tuiles, et là, ce sera au premier joueur de parler. Il devra choisir s'il achète la tuile d'un autre joueur, une tuile d'un autre joueur ou non. S'il le fait, il devra payer à ce joueur la valeur qu'il a placée vis-à-vis la tuile. Donc, si par exemple, moi j'avais une tuile devant moi et que j'ai mis 6 pièces d'argent derrière cette tuile, lorsque je dévoile, eh bien, si je veux acheter, si un autre joueur veut acheter cette tuile que moi j'ai évaluée à 6 pièces d'argent, il devra me payer 6 pièces et récupérer la tuile qu'il va pouvoir mettre de côté et son tour se termine à ce moment. Mais un joueur pourrait décider aussi de ne rien acheter. Au terme du tour, où tout le monde a eu l'occasion d'acheter au moins une tuile, les tuiles restantes devant les joueurs vont être achetées par ce joueur au prix qu'il a fixé. Donc, si devant moi, j'ai mis 2 tuiles avec des valeurs de 5 pour chacune et que personne ne les a achetées, eh bien, en fin de manche, je n'ai pas le choix, je dois acheter ces 2 tuiles en déboursant les valeurs que j'avais imposées. Et par la suite, on entre dans la seconde phase où on va construire, on va placer ces tuiles et on veut seulement faire matcher, correspondre les paysages. Donc, les routes dans Isle of Skye n'ont pas besoin de communiquer, comme on le voit ici. Et là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous rapporter des points. On a les parchemins qui vont être des occasions de faire des points. On a aussi la gestion de l'argent parce qu'on va avoir des revenus si on veut acheter nos tuiles. Donc, on a toujours un revenu assuré de 5, mais auquel on va ajouter une pièce pour chaque baril de whisky qui communique grâce à une route jusqu'à notre château. Mais ce qui est particulier et ce qui est surtout intéressant selon moi avec Isle of Skye, c'est la façon dont on va scorer nos objectifs. Donc on va avoir un objectif A, B, C et D. On a une tonne d'objectifs différents dans le jeu. Et au début de la partie, on va les disposer de façon aléatoire, 4 d'entre elles, 4 de ces tuiles. Et on va donc scorer des points à différents moments durant la partie. Comme on le voit ici présentement, là, je crois qu'ils sont rendus à la 4e manche de la partie où, au terme de celle-ci, c'est l'objectif B et D qui va être déclenché. Donc, au terme du 4e tour, tous les joueurs vont récupérer 1 point par mouton qu'ils ont dans leur royaume, et le joueur qui aura le plus grand nombre de bateaux dans son royaume va récupérer 5 points, le deuxième 2 points, mais au terme de la prochaine manche, eh bien, ce sera l'objectif A, donc le joueur le plus riche, encore une fois l'objectif D, et cette fois-ci l'objectif C. Donc, vraiment une grande rejouabilité de ce côté. Les objectifs dont on fait le décompte à différents moments durant la partie. Isle of Skye est un jeu auquel j'ai joué énormément
et que je continue d'aimer encore aujourd'hui, là, plus de 6 ans après sa sortie. Et puisqu'on parle d'Alexander Pfister, parlons également d'un autre jeu, gros jeu cette fois-ci, qu'il a sorti la même année, Mombasa en 2015. Je me souviens plus de la chronologie, là, si c'est Mombasa ou Isle of Skye qui est sorti en premier. Je crois que c'est Isle of Skye, mais moi, ça a été le premier que j'ai découvert entre les deux. Donc, 2 à 4 joueurs, 75 à 150 minutes. Comme je le disais ici, là, on est dans du jeu beaucoup plus lourd qui mélange différents mécanismes. On a un petit peu de placement d'ouvriers, on a un petit peu de deck building, on a beaucoup de contrôle de territoire, différentes avenues vers la victoire également, plein de choses sur lesquelles on peut se contrôler. Se concentrer, plutôt. Alors, dans Mombasa, je vais aller vous chercher... Ah, j'ai-tu une image du plateau de jeu? Bon, j'en ai pas vraiment. J'ai une petite image juste ici. On va avoir un plateau personnel. On va avoir un deck de cartes également sur lequel on va retrouver les différentes ressources qu'on peut exploiter dans ce territoire et des petits casques aussi qui vont représenter l'exploitation. Ou l'exploration, je ne me souviens pas du terme précis. Et ce qu'on devra faire, c'est de jouer certaines cartes. Et ce qui est particulier, c'est qu'on va avoir 3 défausses au-dessus de notre plateau. On va vouloir, en fait, jouer des cartes dans l'une de ces défausses-là. Et lorsqu'on joue une carte, elle s'en va dans la défausse, donc 3 rangées, et on ne peut pas la récupérer avant qu'on décide de le faire. Et lorsqu'on va décider de le faire plus tard dans la partie, c'est qu'on va récupérer toutes les cartes d'une seule colonne. Donc les 2 autres colonnes vont rester intouchées, vont rester en place. On ne pourra pas récupérer ces cartes avant qu'on décide de le faire. Donc, il y a tout un aspect stratégique de dire, bon, cette carte-là, je vais la mettre dans cette colonne-là et je vais mettre toutes mes cartes d'exploration dans la même colonne. Comme ça, quand je vais récupérer ces cartes-là, je vais avoir plein d'explorations que je pourrais jouer par la suite. Donc, il y a toute cette planification-là qui est importante et qui est pertinente de faire. Mais on mélange à ça justement l'aspect de contrôle des territoires. Donc, oui, il y a du contrôle de territoire, mais il y a aussi un petit aspect économique, si on veut, au sens où on va avoir 4 compagnies, 4 industries, si on veut, là, qui sont représentées par les petits bâtiments de couleur ici, qu'on va pouvoir déployer sur le plateau. Donc, les couleurs ne représentent pas un joueur précis. Mais par contre, lorsqu'on va déployer des comptoirs de traite ou des comptoirs d'exploitation, ça va faire augmenter la valeur des parts qui ont été investies dans ces compagnies. Et selon, au terme de la partie, la position de notre marqueur sur chacune des pistes, donc ici on a la piste par exemple liée à la compagnie rouge, la piste liée à la compagnie blanche, selon l'emplacement de notre marqueur, on va faire une espèce d'effet multiplicateur. Donc, je ne sais pas, là, si par exemple, ici, je suis rendu à une valeur de 5 et qu'on a 4 pièces visibles, en fin de partie, je vais marquer 20 points. Ce qui fait en sorte que tout le monde peut un peu bénéficier des déploiements que les autres joueurs font. Parce que si je me concentre sur déployer plein de comptoirs, par exemple, de la compagnie rouge, évidemment, la valeur de ces comptoirs, de ces parts va augmenter. Je veux m'assurer d'être assez avancé sur la piste, mais un autre joueur peut décider de dire « Hey, la compagnie rouge commence à être intéressante, je vais aller faire augmenter mon marqueur sur cette piste sans avoir pour autant s'être investi autant que moi là, dans le déploiement des comptoirs. Alors, ça, c'est vraiment intéressant, comment on peut bénéficier là, du travail, du dur labeur des autres joueurs. Il y a l'aspect, évidemment, là aussi là, de placement d'ouvriers. On va avoir 2 ouvriers, je crois, à chaque manche qu'on pourra placer dans certains de ces emplacements pour avancer sur certaines pistes, récupérer le marqueur premier joueur, faire des échanges aussi de ressources pour avoir plus de monnaie. On va pouvoir avancer sur les cartes, sur les mines de diamants, sur le bookkeeping,
l'actuariat, si on veut, là, les comptes comptables de notre compagnie. Donc, différentes stratégies, encore une fois. C'est un jeu vraiment, vraiment agréable qui nécessite plus d'une partie pour comprendre toute la subtilité de ce dernier. Position 33, encore une fois, un jeu sorti tout droit du grenier, là, un jeu très vieux, Keyflower 2012. Un excellent jeu, franchement, là, vraiment bon. 2 à 6 joueurs, durée de 90 à 120 minutes. On peut même rajouter un peu de temps à ça, là, surtout pour les premières parties. Un jeu, encore une fois, avec plusieurs mécanismes. Mais bon, je viens de me rendre compte que ça, c'est pas une vraie image. Là. En fait, c'est une reconstitution probablement sur une plateforme à la Tabletop Simulator ou quelque chose comme ça. Alors, du moins, une image créée de façon digitale. Bon, dans Keyflower, je vous donne un plus grand aperçu du jeu ici. On va avoir plusieurs trucs. Là. On va avoir un mécanisme d'enchère, on va avoir du placement d'ouvriers, on va avoir du pick-up and deliver, c'est-à-dire de générer des ressources et les déplacer jusqu'à un certain endroit pour générer quelque chose en retour. Du placement de tuiles aussi. Et ultimement, ce qu'on voudra faire, eh bien, c'est de construire notre petit lopin de terre et de construire une espèce de machine à point. D'accord? Et bon... Le jeu va se dérouler en différentes phases, mais ultimement, ce qui nous intéresse, c'est cette phase-là. La phase où on va placer nos ouvriers. On va avoir au centre de la table des tuiles. Au début de chacune des saisons, ces tuiles vont changer selon les saisons. Éventuellement, d'ailleurs, on peut avoir des navires qui vont apparaître. Et une des possibilités qu'on a, c'est de venir placer un ouvrier sur l'une de ces tuiles centrales qui n'appartiennent pour le moment à personne pour effectuer l'action en question. Par exemple, en plaçant un ouvrier ici, on peut transformer un ouvrier bleu en ouvrier vert. Pourquoi on ferait ça? Eh bien, c'est parce que tout simplement, au début de la partie, il est possible de récupérer des ouvriers rouges, des ouvriers jaunes ou des ouvriers bleus, mais les verts, c'est un type qu'on va récupérer uniquement grâce à ce genre de tuiles. Et vous allez comprendre bientôt à quoi peuvent servir ces fameux ouvriers. Parce que c'est bien rare qu'on va nous demander d'avoir des ouvriers d'une certaine couleur bien précise. Donc, on peut placer des ouvriers là, sur ces tuiles pour en récupérer les bénéfices. Une fois qu'un joueur a joué un ouvrier sur une tuile, à partir de maintenant, c'est comme un engagement. Tous les autres joueurs qui voudront interagir avec cette tuile devront placer des ouvriers de la même couleur. Donc, en plaçant un ouvrier bleu juste ici, maintenant, les autres joueurs peuvent très bien venir jouer aussi sur la tuile. Premièrement, ils devront placer un nombre d'ouvriers plus élevé que celui qui a déjà été placé. Donc, un autre joueur pourrait venir placer 2 ouvriers sur cette tuile maintenant, mais de même couleur, c'est-à-dire bleu. Donc, l'ouvrier vert est particulièrement intéressant puisque, justement, si je place un ouvrier vert sur une tuile et que je suis le seul joueur avec des ouvriers verts, eh bien, les autres joueurs ne pourront pas venir jouer sur cette tuile si je suis le premier, bien évidemment. Donc, on peut activer ces tuiles. Mais une autre chose qu'on peut faire, c'est de placer des ouvriers sur le côté de la tuile. Lorsqu'on fait ça, c'est qu'on s'engage à récupérer la tuile au terme de la manche, sous mécanisme d'enchère. Donc, si je place un ouvrier jaune sur le bord de la tuile, juste ici, comme illustré, un autre joueur pourrait décider de venir surenchérir. Il devrait alors placer un nombre supérieur d'ouvriers, peut-être 2, mais de couleur correspondante à la couleur que j'ai déjà inscrite. Donc, 2 ouvriers jaunes, par exemple, et on pourrait se relancer comme ça, parce qu'au terme de la manche, non seulement est-ce que je vais récupérer la tuile si j'ai gagné l'enchère, mais je vais aussi récupérer tous les ouvriers qui ont été placés sur cette tuile, qui vont s'en aller derrière mon petit paravent, que je pourrais réutiliser plus tard. Mais aussi, on va ajouter cette tuile à notre lopin de terre, et on va pouvoir justement, éventuellement, venir jouer sur ces tuiles également pour générer des ressources, pour transformer certains ouvriers, pour déplacer aussi nos ressources et améliorer ces tuiles. On peut avoir des outils, les navires qui vont amener de nouveaux ouvriers disponibles d'une partie à l'autre. En tout cas, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à calculer dans ce jeu. C'est probablement
j'ai beaucoup de difficultés en temps normal avec les enchères dans un jeu, mais ici, dans Keyflower, comme c'était le cas aussi dans Isle of Skye dont j'ai parlé tantôt, les enchères sont tellement bien intégrées au jeu. C'est fluide, c'est prenant, c'est engageant, bref, vraiment excellent. Position 32, Newton, un jeu de 2018, 1 à 4 joueurs, 90 minutes approximativement. Alors, Newton, ah là là, tellement bon, Newton... C'est vraiment étonnant comment Newton propose plusieurs possibilités, là, vous allez le voir, plusieurs possibilités vers la victoire, mais les parties sont rapides. Là. Ici, 90 minutes, ça c'est la partie la plus longue que vous pouvez imaginer avec vos amis qui font beaucoup d'analysis paralysis, là, la paralysie de l'analyse, là, à 4 joueurs et tout ça. C'est un jeu qui est rapide. Là. À 2 joueurs, on peut compter 50 minutes. Là. C'est vraiment, vraiment rapide. En solo, ça peut jouer en 40 minutes. Là. C'est vraiment rapide et satisfaisant comme expérience de jeu. Là. On n'a pas de temps mort. On se dit pas en fin de partie « Ah, c'était long. » Là. Non, c'est de l'action tout le long. Ben, de l'action aussi... autant d'action qu'on peut retrouver dans un jeu euro très beige comme celui-ci. Là. Mais bref. Donc, Newton... Alors, tout plein de choses à prendre en considération. Je me souviens, la première fois que j'ai vu des images de ce jeu, j'y comprenais rien. Je me disais, je devrais être trop stupide pour comprendre ce jeu-là. Alors, on a différentes choses, différents mécanismes, encore une fois. On a un peu de deck building. C'est pas vraiment du deck building, là, c'est plus du... On va construire notre main de cartes et en cours de partie, on va passer plusieurs fois à travers ces cartes-là. Mais... le mécanisme sur lequel je veux me concentrer dans les prochaines minutes, là, les prochains instants, c'est la gestion justement de nos actions. On va avoir un petit plateau personnel comme celui-ci qui représente un peu comme notre bibliothèque. Et bon, on a déjà une carte ici à gauche avec le livre vert qui a été mise en jeu. À notre tour, on va prendre les cartes qu'on a en main. Donc, c'est ces cartes-là qu'on va pouvoir modifier en cours de partie, qu'on va pouvoir... on va pouvoir ajouter des cartes à cette main de jeu. Donc, je récupère l'une de ces cartes, j'en choisis une et je la mets en jeu sur mon plateau à gauche. Si sur cette carte, il y a un bonus ou une action, comme illustré ici, eh bien, je peux la résoudre. Habituellement, ce n'est pas toutes les cartes qui vont provoquer une action de ce fait. En fait, par la suite, c'est qu'on va résoudre... un type d'action. Par exemple, ici, j'ai un engrenage. Et pour calculer encore une fois l'amplitude ou la puissance de mon action, je vais compter tous les engrenages qui ont été précédemment joués sur mon plateau. Donc, ici, j'ai un engrenage sur ma carte et j'avais déjà un engrenage imprimé sur mon plateau. Donc, une action d'engrenage de puissance 2. Et là, on va avoir différentes actions. On peut avoir des actions qui vont nous permettre d'augmenter sur ce petit arbre de technologie juste ici. On peut avoir des actions qui vont nous faire progresser sur la piste de revenus en haut. On peut avoir des actions qui vont nous faire déployer nos explorateurs, si on veut, ou nos représentants à travers toute l'Europe et les environs ici. On a une action aussi, là, les petits chapeaux d'écoliers qui vont nous permettre justement d'aller récupérer des nouvelles cartes qui vont s'ajouter à notre main. Et on va faire ça 5 fois durant une manche. On va jouer 5 cartes. Donc potentiellement, c'est possible que je récupère une autre carte avec une action engrenage. Et là, à ce moment-là, je pourrais faire une autre action de ce type, mais cette fois-ci en ayant une puissance de 3, puisque je vais comptabiliser tous les engrenages qui sont visibles sur mon plateau. Mais à la fin de la manche, je vais devoir sacrifier l'une de mes cartes que j'ai jouée et l'insérer sous mon plateau. Et là, je ne crois pas qu'on le... Ah oui, ici, on le voit bien. Donc ça, ici, c'est en fin de partie. Je vais sacrifier l'une de mes cartes et je vais l'insérer sous mon plateau pour seulement avoir le petit bandeau visible. Donc, je ne pourrai plus jouer cette carte. Toutefois, je vais bénéficier à partir de ce moment et jusqu'à la fin de la partie de son icône pour augmenter la puissance de mes prochaines actions. Donc, on a toujours cette dualité-là d'aller récupérer des cartes pour leur bonus. Donc ici, on a des livres. Les livres vont être particulièrement importants pour le garnissage de notre bibliothèque, ce qui représente beaucoup de points en fin de partie, si on se concentre sur cette stratégie. Mais
C'est possible aussi pour moi que je veux vraiment bénéficier à partir de ce moment là, et jusqu'à la fin de la partie d'une action de livre en tout temps. Alors je pourrais décider de la sacrifier et de l'insérer en dessous. Bref, plein d'avenues vers la victoire. Des combats intérieurs sur quelle carte les récupérer, quand les insérer sous le plateau, quand les sacrifier ou quand les utiliser plusieurs fois en cours de partie. Bref, Newton, comme je le disais, là, une chose qui est délicieuse avec ce jeu aussi, là, c'est que c'est vraiment rapide et satisfaisant. Et je crois que je vais en surprendre plus d'un avec la position numéro 31 de mon top, c'est la série Unlock. Unlock, qui est une série de jeux de type évasion qui a débuté en 2017. Donc ici, on a la première boîte, 2 à 6 joueurs, durée entre 45 et 75 minutes. Et chaque boîte va proposer 3 scénarios avec des difficultés croissantes. Et là, je ne veux pas vous montrer là, des photos du jeu parce que je vous gâcherais un peu, mais tout de même, je peux vous montrer une photo du tutoriel. Donc ici, là, c'est le tutoriel, c'est-à-dire que tout est très, très drabe, pas très original, mais par principe de « je veux rien vous gâcher », c'est ce que je vous montre. Donc, on va avoir des cartes qui représentent parfois des lieux, et les mécanismes sont plutôt simples, c'est-à-dire que lorsqu'on voit des chiffres visibles, on regarde dans le paquet et on va récupérer, si elles existent, les cartes de même valeur qu'on va ensuite pouvoir dévoiler, généralement à tous les joueurs. C'est un jeu coopératif, on travaille main dans la main pour essayer de résoudre l'énigme, l'enquête, la mission qui nous est impartie, qui nous est imposée en fait. On va avoir une application. L'application, selon le scénario, peut occuper très peu de notre énergie, si on veut, peut être vraiment vu comme une espèce de maître de jeu, ou parfois dans certains scénarios, on se limite vraiment à un simple chronomètre. Et selon certains scénarios, l'application peut vraiment être intégrée à des niveaux insoupçonnés. Alors, peut vraiment... on a des scénarios où l'application, comme je le disais, là, va vraiment être mise de côté, puis le cœur du jeu, c'est les cartes, c'est les discussions entre les joueurs. Et on peut avoir, à l'inverse, des scénarios qui sont plutôt individualistes, c'est-à-dire qu'on peut se segmenter les missions et où l'application va être vraiment au cœur de toutes les interactions. On en aura besoin pour interagir avec l'environnement. Je n'en dis pas plus. Mais ce qui me fascine avec Unlock, c'est à quel point d'une boîte à l'autre, ils sont toujours capables de se réinventer. J'ai toujours l'impression que, bon, ok, je viens de terminer une nouvelle boîte, là, je pense avoir vu tout ce que la série pouvait proposer. Là, on a vraiment intégré des nouvelles choses novatrices et tout ça, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle boîte qui sort, je suis encore une fois étonné, je suis séduit, c'est le bon mot, par les nouvelles idées. Les thématiques aussi, là, dans un sous-marin pour se chasser par un kraken, dans une maison hantée, sur une île de pirates, scénario de Sherlock Holmes, Alice au pays des merveilles, il y en a tout plein. Je crois qu'on est rendu à 8 ou 9 boîtes de sortie. Et comme je le disais, c'est vrai. Oh, ça, c'est une de mes boîtes préférées. Celle-là aussi, je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Des aventures différentes, des mécanismes de jeu novateurs. Ça, c'est vraiment le type de jeu que je vais faire découvrir dans des soirées au travail avec des collègues de travail. Je vais proposer un scénario pas trop difficile, là, et c'est 1 heure de plaisir et de souvenirs assuré. Alors, vraiment, Unlock, là, je ne me tanne pas. Oui, il y a des scénarios que j'ai beaucoup moins aimés, là, comme justement le fameux scénario avec le kraken dans le sous-marin, là, que j'ai détesté, ce sous-marin, oui, ce scénario, mais je suis capable tout de même d'admettre les bonnes idées qu'il y avait derrière. Donc, Unlock, vraiment une série que j'apprécie. Dès qu'il y a une nouvelle boîte disponible ici, là, au Québec, je saute sur l'occasion. D'ailleurs, il y a une boîte qui vient de sortir pour enfants
donc qui serait jouable à partir de 6 ans, des scénarios de 20 minutes plutôt que 60 ou même 90 minutes dans certains cas. Donc, je l'ai déjà commandé, je devrais la recevoir d'ici quelques jours et j'ai hâte d'essayer ça avec ma fille qui a justement 6 ans. J'ai jeté un petit coup d'œil sur les mécanismes de jeu, je suis convaincu qu'elle va apprécier, que ce sera un bon temps de qualité. Donc, si vous n'étiez pas au courant, eh bien, vous le savez maintenant. Voilà donc pour le palmarès d'aujourd'hui. J'espère avoir pu tout de même vous faire découvrir certains jeux, certains titres ou développer votre intérêt pour certains d'entre eux. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir dans la section commentaires. Laissez-moi un pouce vers le haut également. Si vous désirez voir la suite de mon top 100, je m'engage à vous publier ça dans les prochains jours cette fois-ci. Et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2